On va être honnête 2 minutes. Votre appartement vous déteste. Enfin non, c'est pas qu'il vous déteste. C'est qu'il essaye de vous dire quelque chose, mais que vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, on va avoir une discussion nécessaire sur tout ce que vous faites de travers chez vous. Là, je vous vois venir derrière votre écran. Vous vous dites, mais j'ai rien fait de mal, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Je suis tranquillement dans mon salon et elle m'agresse? Désolée pour cette petite violence gratuite. Mais si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Et surtout, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Absolument toutes les erreurs dont on va parler aujourd'hui, je les ai faites. J'ai eu les meubles trop petits, les cadres qui flottent. Si je peux vous en parler avec autant de sarcasme, c'est parce que j'ai été dans les tranchées avec vous. On va transformer votre intérieur bof à incroyable. Mais pour ça, il faut qu'on regarde la vérité en face. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par le gros morceau, celui qui gâche 80% des intérieurs, l'agencement. On a cette tendance naturelle à vouloir coller tous nos meubles contre les murs, comme si le centre de la pièce était de la lave. Ça donne l'impression que votre salon ressemble à un couloir de métro, ou à une salle d'attente de dentiste. Ça crée un vide bizarre au milieu. Oui, je dis ça alors que mon canapé est actuellement contre un mur. Faites ce que je dis, parce que je fais ok. Pour ma défense, j'habite pas un palace. Et c'est le recul nécessaire pour pas être aveuglé par la télé. Mais si vous avez un peu plus d'espace, laissez la pièce respirer. Mais pas juste en son centre. Si vous regardez ces exemples de maisons de designers, vous voyez que le canapé est au milieu de la pièce. Ou au moins décollé du mur. Il vient délimiter la zone du salon en fait. Si vous avez une cheminée, venez agencer votre mobilier autour. Ou même, devant votre télé, laissez la télé contre le mur, mais décollez votre canapé. Le placement des meubles, c'est super important. Vous pouvez avoir des meubles standards, mais bien positionnés, ça change toute la dimension de la pièce. Et alors là, on arrive à mon erreur préférée. Parce que c'est la plus subtile. Imaginez, vous avez ce superbe fauteuil vintage, très confortable, vous l'adorez. Mais vous le posez là, tout seul, au milieu d'un grand mur ou dans un coin de votre salon open space. Il n'y a rien autour de lui. Pas de tapis sous ses pieds, pas de lampe à côté, pas de cadre au-dessus. Félicitations, votre meuble est officiellement un naufragé sur une île déserte. Il a l'air perdu, il a l'air triste, on a presque envie de lui jeter une bouée de sauvetage. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'œil humain déteste le vide non maîtrisé. Quand un meuble flotte, votre cerveau ne comprend pas sa fonction. Est-ce qu'on est censé s'asseoir là? Est-ce que c'est juste de la déco? Ça crée une tension visuelle inconfortable. La solution, c'est l'ancrage, ou le regroupement pour les intimes. Un meuble ne doit jamais voyager seul. Il doit toujours faire partie d'une vignette. Vous avez un fauteuil qui flotte, donnez-lui un copain. Posez un petit guéridon à côté pour votre café, votre livre. Mettez un lampadaire derrière lui pour créer une bulle de lumière. Et installez un cadre juste au-dessus. À hauteur de regard, on a dit. Tout d'un coup, ce n'est plus un meuble qui traîne, c'est un coin lecture. Vous voyez la différence? On est passé de « j'ai posé ça là parce que je savais pas où le mettre » à « j'ai créé une intention ». C'est particulièrement crucial dans les grands salons modernes. Si vous ne créez pas ces groupements avec des tapis, des meubles qui se touchent visuellement, votre appartement ressemblera toujours à un hall de gare, peu importe le prix de vos meubles. Et ce besoin de structure, il ne s'arrête pas au sol. Parlons de vos murs. Vous savez cette tendance à mettre une petite étagère ici, puis une autre là-bas, un peu plus haut, puis une troisième un peu plus loin parce qu'il restait un trou. On dirait que vous avez éternué avec des étagères à la main et que vous les avez fixées là où elles ont atterri. Chaos visuel total. S'il vous plaît, arrêtez les étagères qui se baladent de manière random sur les murs immenses. C'est ce que j'appelle l'effet confetti. Ça n'apporte rien, ça fragmente l'espace et ça donne l'impression que votre décoration est en train de s'enfuir. Bye bye! La règle d'or, encore une fois, c'est le regroupement. Si vous voulez des étagères, créez une composition. Alignez-les ou superposez-les de manière intentionnelle. Il faut que l'œil comprenne que c'est un bloc, une unité de rangement, et pas juste des morceaux de bois qui flottent dans le vide intersidéral de votre peinture blanche. Et pitié, les étagères en quinconce à la mode de 2012. Si vous en avez encore, je ne vous en veux pas. On est tous passés par là. Mais maintenant, décrochez-les. On veut des lignes propres. On veut du calme visuel. Votre mur n'est pas un niveau de Tetris, c'est le fond de scène de votre vie. Donnez-lui un peu de dignité. Une fois qu'on a compris comment placer nos meubles, il faut se poser la question fatidique. Pourquoi ils sont là? C'est là qu'on tombe souvent sur une véritable crise identitaire des pièces. Et c'est là que ça blesse, surtout si vous vivez dans l'un de ces appartements open concept qu'on nous a vendus comme le summum de la modernité il y a 15 ans. On nous a dit « abattez les cloisons, on veut de l'espace, de la lumière ». Résultat, on se retrouve avec une immense boîte rectangulaire où on ne sait absolument pas où s'arrêter de vivre. Vous avez votre table à manger qui flotte à 4 mètres de votre cuisine, votre canapé qui dérive vers l'entrée. On dirait que vous avez emménagé dans un gymnase et que vous avez juste jeté vos meubles au milieu en espérant qu'ils s'organisent tout seuls, comme par magie. Ou pire, que vous les avez juste alignés le long du mur.
Sachez une chose, l'œil a besoin de limites. Sans mur, c'est à vos meubles de faire ce job. Si vous ne créez pas de séparation visuelle, avec un tapis qui délimite la zone salon, ou le dos de votre canapé qui sert de faux mur pour marquer l'entrée de la zone, vous ne vous sentirez jamais vraiment coucouné. Vous aurez toujours cette impression bizarre d'être exposé, comme si vous campiez au milieu d'une place publique. C'est l'anti-cosy par excellence. On veut des zones, pas un terrain de foot. Et donc l'ancrage, ça passe par quoi? Je vous disais tout à l'heure, les tapis. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter des tapis de la taille d'un timbre-poste. Si votre tapis est plus petit que votre table basse, je suis désolée de vous le dire, mais c'est un tapis de bain, pas un tapis de salon. Un tapis doit englober tous les meubles. Au moins les pieds avant de votre canapé et ceux de vos fauteuils doivent être dessus. Sinon ça rétrécit visuellement votre pièce. Et c'est super bizarre à l'œil. Regardez ces exemples. Il y a un petit truc bizarre, non? Et c'est parce que les proportions ne sont pas bonnes. Petit conseil bonus, essayez de ne pas choisir un tapis qui est dans la même tonalité que votre canapé, ou de la même couleur. Sinon de loin, on dirait juste une grosse tache monochrome au milieu de la pièce. On veut du contraste, de la texture. Pareil pour la chambre. Soit vous avez la place d'avoir un tapis qui englobe tout le lit et les tables de nuit. Pas plus petit. Ou bien prenez un tapis dont les 2 pieds en bas du lit passent dessus et qui dépasse bien. Je vous mets des petits exemples. Franchement, il vaut mieux ne pas avoir de tapis du tout que d'avoir un rendu pareil. Vraiment. Ne faites pas ça, faites ça. S'il vous plaît. C'est le moment que je sois honnête avec vous. Vous allez me dire parce qu'elle n'était pas jusque-là, c'est ça? Si vous rêvez d'un immense canapé d'angle mais que votre salon fait la taille d'un placard, il faut en faire le deuil. Un meuble trop gros étouffe l'espace, et un meuble trop petit donne l'impression que vous habitez dans un no man's land. Si vous avez une télé de cette taille, prenez un meuble télé de cette taille. Si les proportions sont les mêmes, ça fait l'effet de 2 blocs l'un au-dessus de l'autre. Si votre mur a cette hauteur, mettez des étagères jusqu'au plafond, ou un meuble avec un cadre par-dessus. Vous avez tout cet espace vertical, utilisez-le. Mesurez vos espaces, vraiment. Prenez 1 mètre, faites des marques au sol ou au mur avec du ruban adhésif. Ne faites pas confiance à votre œil vous ment. Il faut vraiment que vos meubles soient proportionnels à la pièce. Si vous avez ce salon, ne choisissez pas un canapé de place. Non, vous prenez ça ou ça. Faites un choix induit par la taille de votre pièce. Souvent, il vaut mieux que ce soit presque trop grand que trop petit. Avec des choix comme ça, on dirait presque que vous vous excusez de meubler votre pièce. Non, assumez vos choix. Soyez-en fiers. Et attention à ne pas avoir trop de fonctions dans une seule pièce. Trop de fonctions tue la fonction. À moins que vous ne viviez dans un 15 mètres carrés. Et là, on respecte votre courage. N'essayez pas de faire tenir 45 activités dans la même pièce. Au-delà de 3 fonctions, par exemple salon, salle à manger, bureau, votre cerveau ne sait plus où il habite. Et si vous êtes en studio, trichez. Utilisez des rideaux, un paravent, une étagère ouverte pour signifier « ici, c'est la fin de mon salon ». Ici se termine ma chambre. Ici commence ma cuisine. Il faut une fin visuelle à chaque zone. Maintenant qu'on a réglé le sort du mobilier au sol, levons un peu les yeux. Passons au mur. Et je préfère vous prévenir, c'est là que je souffre le plus. Pourquoi, mais pourquoi tout le monde accroche ses cadres et sa télévision si haut ? Vous n'êtes pas au Louvre, on n'est pas censé se casser les cervicales pour regarder Netflix. Lorsque votre télévision est posée sur votre meuble télé, elle est à hauteur de regard. Alors pourquoi, quand on l'accroche au mur, on la met à 3 km du sol ? Petit aparté, vous n'êtes pas obligé d'accrocher votre télé au mur. Mais personnellement, je préfère. Je l'ai fait l'année dernière chez moi et honnêtement, je me demande pourquoi j'ai autant attendu. Ça nous a libéré une surface entière et visuellement, ce mur a l'air plus propre. Tout est à sa place, bien ancré, plutôt que d'avoir un gros bloc télé plus meuble multimédia. Pareil pour les cadres, la règle d'or à hauteur de regard. Je dis ça si vous avez seulement quelques cadres sur le mur. Si vous avez toute une galerie de cadres, forcément, ça peut aller du sol au plafond. Mais je vous vois, ceux qui accrochent ce triptyque de cadres au-dessus de votre canapé, au milieu du mur. Non, baissez-les à hauteur de votre canapé. Le centre du cadre doit être à peu près à 1,50 m du sol. Utilisez ça comme repère. Regardez votre mur, il doit appeler l'objet. S'il y a un grand vide entre 2 fenêtres, c'est là qu'on centre. On ne jette pas un cadre au hasard en espérant qu'il tiendra tout seul au milieu de l'immensité du mur blanc. Et en parlant de cadre, on va aborder le drame du cheap. Je sais, on a tous été acheter des cadres en bois aggloméré ou en plastique. J'en ai eu. Au bout de 6 mois, avec l'humidité et le poids, ils se courbent, ils deviennent tout cintrés, on dirait qu'ils sont en train de fondre sur le mur. C'est l'antithèse du chic. Ma solution de génie, achetez ceux en aluminium. C'est un peu plus cher à l'achat, mais c'est indestructible. En plus, la tranche est plus fine que ceux en bois. Ça met en avant l'œuvre plutôt que le cadre. Le rendu est beaucoup plus raffiné. On ne veut pas que la tranche attire plus notre attention que ce qui l'encadre. Ou sinon, allez tout simplement en recyclerie ou en brocante. Vous trouverez beaucoup de cadres en bois, en vrai bois.
Le problème que j'ai parfois rencontré avec ces cadres chinés, c'est qu'ils n'ont souvent plus de vitres. Mais pas de souci. Allez au magasin du coin avec vos cotes, faites couper un verre sur mesure. Ça coûte littéralement quelques euros. Et par pitié, pas de plexiglas. Les reflets sont moches, ça se raye très facilement. Le verre, ça change tout le rendu de ce que vous encadrez. Même pas du plexiglas d'ailleurs, c'est une feuille de plastique semi-rigide. C'est affreux. Et si vous avez un peu de budget, je vous conseille vraiment d'aller chez un encadreur. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de différence, vous vous trompez. Vous pouvez choisir la taille du cadre au millimètre près, choisir sa finition, choisir la Marie-Louise, sa couleur. C'est un petit investissement, mais vous le garderez à vie. Même une simple carte postale, une photo, un dessin, bien encadré, ça devient une véritable œuvre d'art. Une fois que vos cadres sont calés, il reste ces détails qui font que votre pièce a l'air terminée ou pas. C'est ce que j'appelle le confort visuel. Et on va commencer par un crime qui s'est invité devant nos fenêtres. Les rideaux pantacourt. Il n'y a rien de plus triste qu'un rideau qui s'arrête à 10 cm du sol. Ça me fait penser à cette mode du pantacourt. Vous vous en souvenez ? On pensait tous que c'était une bonne idée. Et aujourd'hui, on n'assume à aucun moment cette photo de nous qui portons ça. Accrochez votre tringle le plus haut possible, idéalement près du plafond, pour donner de la hauteur à votre pièce. Et faites un ourlet qui vient à peine effleurer le sol. C'est même pas un effleurement, c'est un léger bisou, vous voyez ? Ça ne se touche pas, mais presque. Et au contraire, si vos rideaux sont trop longs, ne les laissez pas traîner. Le tomber ne fait pas fini, en plus ça devient un vrai nid à poussière. Et je parle de la longueur, mais la largeur aussi est super importante. Si vous avez une fenêtre d'1,50 m de large par exemple, prenez au moins des rideaux de 3 mètres de large, le double de largeur. Comme ça, quand vous tirez vos rideaux, ils ne forment pas une espèce de toile tendue toute plate, mais il y a toujours un plissé, même une fois fermé. Et si vous trouvez plus large, c'est encore mieux. Vraiment, le double de largeur, c'est un minimum. Si vous ne savez pas coudre, allez voir un couturier ou une couturière. Oui, là aussi ça coûte un peu d'argent de se diriger vers des professionnels. Mais je vous promets qu'une pièce vide avec des magnifiques rideaux parfaitement ajustés, c'est déjà 90% du travail de fait. C'est l'élégance absolue. On va maintenant parler du bazar apparent. Nous sommes tous des gens occupés. On n'a pas le temps de faire un rangement digne de Pinterest tous les matins. Donc, privilégiez des rangements fermés. Si vous avez des étagères ouvertes partout, vous vous condamnez à l'enfer du rangement perpétuel. Croyez-moi, je le sais. Mon appartement n'a aucun rangement intégré et je me suis laissé prendre au piège. Mais attention, tous les rangements fermés ne se valent pas. Vous savez ce qui est sous-estimé ? Les tiroirs. Je vous le dis, ranger ses affaires dans un tiroir plutôt qu'un placard très profond, ça change la vie. Les fonds de placard, c'est le triangle des Bermudes. Ça devient un cimetière d'objets oubliés ou de produits périmés qu'on ne reverra qu'au prochain déménagement. Alors qu'un tiroir, vous l'ouvrez et vous voyez toutes vos affaires d'un seul coup d'œil. C'est le luxe ultime de l'organisation. Vous pensiez pas que c'était si simple, hein ? Bref, que ce soit dans un beau tiroir ou derrière une jolie porte de placard, ne le laissez pas grignoter votre espace visuel. Cachez votre bazar. Votre santé mentale vous en remerciera. On va finir par mon point préféré. C'est le plus abstrait, mais c'est celui qui transforme un appartement en vrai foyer. On va parler de l'atmosphère. Et là, on va s'attaquer à l'ennemi public numéro 1, le plafonnier. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je vais le répéter jusqu'à ce que ce soit gravé dans vos crânes pour toujours. N'utilisez jamais la lumière principale, s'il vous plaît. Ça écrase tout, ça enlève les ombres, ça tue le relief. On dirait que vous vivez dans un hôpital ou un supermarché. Multipliez les sources de lumière. Des lampes à poser, des guirlandes, des bougies. On veut du contraste, de la chaleur. Et je vais finir par quelque chose qui me donne envie de m'arracher les yeux. La mort par le gris. Stop au gris béton ou gris souris sur tous les murs. C'était la mode en 2010, on est en 2026. Oulala, je m'arrête 2 secondes. Je viens de revoir cette séquence au montage et j'ai l'impression d'être une dictatrice du design. Je vous jure que je suis sympa dans la vraie vie. Désolée si je parais agressive, c'est juste que je prends ça beaucoup trop à cœur. En vrai, si vos murs sont gris, le monde ne va pas s'écrouler, promis. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. D'ailleurs en anglais, ça a même un nom, le Millennial Grey. On en parle comme d'une épidémie. C'est sûrement une épidémie de dépression décorative. Franchement, qui a envie de passer du temps dans un espace pareil ? Le gris, c'est souvent un non-choix. C'est la couleur des gens qui ont peur de se tromper. Si vous voulez de la neutralité, allez vers des beiges, des sables, des blancs cassés. Même tout blanc, c'est mieux que gris. Encore plus si vous avez un mur accent de couleur grise. Vraiment, c'est mon pire cauchemar. Et encore mieux, si vous pouvez ajouter des couleurs plus affirmées, plus profondes. Attention, je vous dis pas de transformer votre intérieur en Disneyland ou en boîte de nuit des années 80. Apportez du relief par la texture. La laine, le bois, le lin, plutôt que par des couleurs criardes. On veut des tons moyens.
pas des couleurs primaires qui piquent les yeux. L'idée, c'est de sortir de cette peur de mal faire. Le gris, c'est une zone de confort qui finit par devenir une zone de tristesse. Votre appartement n'est pas censé ressembler à un ciel de novembre à Paris. Je pense qu'il fait déjà assez gris toute l'année pour en rajouter une couche chez nous. Votre intérieur, il doit vous faire un câlin. Il doit ressembler à un endroit qui a une âme. Donc, laissez tomber le gris souris et osez le beige cachemire ou un beau bordeaux profond. On ne veut pas que notre intérieur soit neutre par peur. On veut qu'il soit apaisant par choix. Parce qu'au final, une pièce qui a du caractère, c'est une pièce où l'on se sent enfin chez soi. Voilà, je vous ai bien secoué, mais c'est pour votre bien. Votre appartement, c'est votre sanctuaire. C'est l'endroit où vous rechargez vos batteries. Alors, il mérite un peu d'attention aux détails. Ne changez pas tout d'un coup. Commencez par une chose. Descendez un cadre, changez une ampoule, faites l'ourlet de vos rideaux. Vous verrez, vous allez vous sentir tellement mieux. Dites-moi en commentaire l'erreur que vous commettez encore. Promis, je ne jugerai pas. Trop. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Si ça vous intéresse de revoir les inspirations que j'utilise dans mes vidéos, je vous mets le lien de mon Pinterest en description. N'hésitez pas pour vous aider à trouver des idées pour chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci pour le soutien!